Salut les amis, salut les fidèles d'iWeek, toute l'actu Apple en live, c'est le dernier iWeek de l'année 2015. On vous souhaite un joyeux Noël, on espère que vous avez été gâtés, plein de cadeaux. On se retrouve comme la semaine dernière avec deux invités en plateau. Je suis très heureux à nouveau de vous avoir avec nous. D'abord Teddy, Mike Teddyland. Salut Teddy. Salut Benjamin, salut tout le monde, ça devient une habitude d'être ici. Putain, c'était à Paris là, ça y est. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. C'est toujours agréable d'être là, donc on en profite. Alors t'as un peu moins de mérite que ton voisin qui vient d'encore plus loin. C'est Jean-Christophe Ving de San Francisco. Salut Jean-Christophe. Bonjour à tous, alors j'étais resté depuis la semaine dernière, mais effectivement, je suis ravi d'être là encore. Jean-Christophe qu'on retrouve régulièrement dans iWeek en duplex de San Francisco. On voit quasiment le Golden Gate depuis ta fenêtre. Vénard, avec nous ce soir, trois amis, trois fidèles d'iWeek que je vous représente tout de suite, mais vous les connaissez évidemment. On va commencer par saluer l'homme le plus à gauche, hein. C'est pas un jugement politique, c'est juste géographique. C'est Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut, vive la révolution. Vive la révolution, Gilles, ancien rédacteur en chef de MacPlus.net, expert en choses qui concernent le monde Apple, tout comme son voisin de gauche, à savoir l'homme au centre de l'écran, ici même, Eddy Magnette. Salut Eddy. Salut Benjamin, je suis le centriste ce soir, donc a priori. C'est vrai, l'homme des compromis. Exactement, l'homme des compromis, celui qui permettra de créer le lien entre mes deux camarades. C'est un plaisir encore d'être ici, hein. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être parmi vous. Eh bien écoute, pour nous aussi. Et on te retrouve évidemment sur tablette-tactile.net. Exactement, le spécialiste de la tablette, et de la tablette iOS. Absolument, absolument. Et ton voisin n'est autre qu'un méridional à forte tendance espagnole, à savoir Eli Abitbol. Si, comment ça va? Buenas noches. Bonsoir à tous. Feliz Navidad. Gracias. Oh là là. D'accord, bon, si on fait concours d'espagnol, on est mal barré. Ah là, oui. Clairement, oui. Bon, mais Benjamin, toi qui es le roi de la technique, est-ce que tu peux pas me permuter avec mon voisin de l'extrême gauche, parce que du coup, me retrouver à droite... Ah, c'est dur, hein, ouais. Surtout à l'extrême en plus. Oui, je comprends. Écoute, je peux essayer d'ici la fin de l'émission en guise de cadeau de Noël. C'est peut-être possible. C'est moi qui suis pas d'accord. Gilles n'est pas d'accord du tout. Non, mais Gilles, il a de toute façon le look canard de gauche, donc ça va. C'est vrai. Bon, allez, on va arrêter avec la politique. Je savais que je faisais une bêtise. C'est pas grave. Au programme, ce soir, on vous propose une grande rétrospective de tous les événements qui ont marqué l'écosystème Apple depuis le 1er janvier. On va peut-être même remonter un petit peu au-delà. Vous allez comprendre pourquoi dans une seconde. On se retrouve tout de suite pour le démarrage de cette iWeek, le dernier numéro de l'année 2015. À tout de suite. Voilà, iWeek qui revient sur l'actu de l'écosystème Apple cette année 2015, qui nous a évidemment profondément marqué pour d'autres raisons, mais heureusement l'actu heureuse, elle se situe notamment dans cet univers Apple qui nous passionne quand même. On va pas cacher la vérité. L'événement qui était à cheval sur 2014 et sur 2015, ça a été évidemment l'arrivée de l'Apple Watch. Alors, on s'est tous attribué les événements de cette année, et très logiquement, c'est vers toi, Eli, qu'on va se tourner pour revenir sur cette arrivée de l'Apple Watch. Il faut se souvenir, et c'est suffisamment rare dans la stratégie d'Apple pour le rappeler, qu'il y a eu 2 keynotes pour l'Apple Watch. Absolument. On a commencé par une keynote bien avant, puisque c'était au mois de septembre, ouais. En même temps que l'iPhone, etc. Et à la grande surprise générale,
on a enfin entendu la confirmation de ce que nous voulions depuis des années. Apple se lançait dans le wearable, donc dans les objets qu'on porte, et le nom était bien l'Apple Watch. Une petite déception de l'époque, cet Apple Watch magique ne serait disponible que quelques mois plus tard. Allez, on va se faire plaisir, on va revoir le clip de lancement de l'Apple Watch. Voilà, la montre arrive le 24 avril, c'était effectivement la date qui a été annoncée, alors qui n'a pas été annoncée tout de suite, hein, justement, ça a été l'objet notamment de la deuxième keynote, c'est l'un des mystères qui a été levé à ce moment-là, Eli, puisqu'au mois de septembre 2014, on avait eu l'avant-première de la montre, mais on ne savait pas encore exactement quand elle allait arriver. Tout à fait, oui. Apple s'est contenté de dire qu'elle arriverait quelques mois plus tard et il y a eu plein de discussions, plein d'hypothèses. On ne connaissait pas le prix, on savait qu'il allait y avoir plusieurs modèles, on ne savait pas qui allait la distribuer et comment. Et évidemment, on n'a pas été déçus puisque, comme d'habitude, nous ne l'avons pas eu pour le lancement. Mais ça, c'est bon, c'est un peu comme ça. Nous, ce sont les Apple resellers hein, que tu représentes, donc les revendeurs Apple qui ne sont pas les Apple Store, faut le rappeler. Absolument. Ouais. Donc, nous sommes les revendeurs monomarques qui avons choisi Apple parce qu'on adore cette marque, et pour certains d'entre nous qui l'avons choisi dès la naissance d'Apple, hein, puisque nous, par exemple, on fait ça depuis 1980, donc ça fait un bail. D'autres plus récemment, mais la plupart des APR, de mes confrères, étaient là bien avant qu'Apple sorte ces fabuleuses boutiques que nous aimons tous parce qu'elles sont magnifiques et belles. Et si je peux juste dire un petit mot, n'oubliez pas, parce qu'on y va tous, moi le premier, visiter les Apple Store, mais n'oubliez pas que l'Apple Store, c'est une sorte d'hypermarché. Donc on y va de temps en temps, mais il y a la petite boutique de quartier quand on a besoin de temps en temps. Et puis les profits de nos boutiques restent en France et dans nos régions, alors que les autres partent dans des paradis fiscaux. Un geste solidaire. Voilà. Acheter français. Un geste aussi pour l'emploi, puisque c'est combien d'employés MCS, Eli, les deux magasins que tu En ce moment, on est 22. Ça a varié en fait dans notre histoire entre 20 et 30. Ouais. Bon, alors cet Apple Watch que tu utilises, que tu as porté dès que tu as pu, tu l'as toujours sur toi? Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait raconté à l'époque tout l'entraînement pour pouvoir commander une Apple Watch et l'avoir le jour de la sortie. Ouais. 2 ordinateurs en batterie, une tablette, un chronomètre, la carte bleue entre les dents, le modèle présélectionné déjà et tout. Donc, et j'ai réussi à l'avoir le jour du lancement. J'étais un des rares à l'avoir le jour du lancement. Au final, c'est pas une conclusion, mais qu'est-ce que tu peux dire de cet Apple Watch et de ce lancement, 8 mois après son arrivée? Bah, écoute, c'est un objet, on le pensait, hein, c'est un objet qui n'est pas forcément indispensable, mais qui le devient à l'usage. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on porte. Au départ, on pense que ça va faire le café et de la magie. Et au tout début, on peut se dire qu'on est un tout petit peu déçu parce que, à force de l'avoir attendu, on pensait que ça allait être trop magique. Mais quand même, l'utilisation au bout de quelques mois, c'est que c'est devenu indispensable parce que très naturel. C'est-à-dire qu'on s'en sert peut-être pas pour tout ce qu'on pensait. Au départ, on a installé toutes les applis disponibles, donc des dizaines d'applis. On s'est rendu compte que c'est pas très 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 facile quand il y en a trop. Mais on s'habitue à en utiliser quelques-unes et on les utilise tout le temps. Tout le temps. Et puis, ça change un peu la vie, quoi. Par exemple, qu'est-ce que toi, tu utilises tout le temps?
En fait, nous, en tout cas, moi, dans mon métier, j'ai tout le temps des alertes. Donc, que ce soit des mails, des SMS, des alertes Facebook, des alertes Twitter et autres médias sociaux. Et donc, évidemment, passer la journée à sortir le téléphone de la poche, ce qui des fois n'est pas pratique, encore moins lorsqu'on est dans une réunion, ce qui nous arrive une grande partie de la journée. Et l'Apple Watch est une façon très discrète d'être tenu au courant instantanément de tout ce qui se passe dans la journée et de réagir si c'est une urgence ou d'attendre la fin de la réunion pour une autre. À part ça, c'est vrai qu'au niveau santé, c'est très bien que la montre oblige à se lever toutes les heures pour éviter les risques de phlébite et autres problèmes vasculaires quand on est assis toute la journée, ce qui nous arrive. Ouais. De notre côté, il n'y a pas eu tous les capteurs médicaux qui avaient été annoncés au tout début. Apple a préféré les retarder un peu pour ne pas avoir des problèmes, parce que dès qu'on touche à la santé, on ne peut pas se permettre un raté, quoi. Ouais. On va se retrouver la semaine prochaine donc pour la première émission de l'année. Et contrairement à aujourd'hui, on fait une rétrospective sur 2015. La semaine prochaine, on va se tourner vers 2016 et envisager tout ce qui pourrait arriver dans le monde Apple cette année, notamment du côté de l'Apple Watch. Juste pour en dire un mot, Ellie, on a un peu une idée sur l'Apple Watch numéro 2 ? On sait qu'elle arrive. D'ailleurs, Tim Cook en a parlé même à 60 minutes, le programme dont on parlait la semaine dernière, en disant aux journalistes qui étaient très inquisitifs là-dessus, en disant, mais vous savez, dès qu'on annonce un produit, on travaille sur le suivant et même sur celui d'après. Donc, il voulait dire, grosso modo, que l'Apple Watch 2 est quasiment prête, et que là, il commence à réfléchir et à travailler sur l'Apple Watch 3, quoi. C'est ça, le cycle d'un produit Apple. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Apple Watch 2? Il y a tous les fantasmes, comme d'habitude, quand il y a un produit qui n'est pas sorti. On sait et on pense qu'elle sera plus fine. Ça, c'est, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit Apple, il est plus fin. Il y en a qui disent qu'il y aura une caméra. Quel intérêt d'avoir une caméra, la Gear là, pour faire de la visioconférence? Je suis pas sûr que tout le monde l'utilise déjà pour faire des appels téléphoniques main libre, mais s'il y avait une caméra, moi je dis pourquoi pas, mais c'est peut-être pas la chose la plus indispensable, mais qu'elle sera plus fine, certainement. Bon, voilà l'Apple Watch. Qui parmi vous l'utilise? Jean-Christophe? Alors je la porte d'ailleurs, mais effectivement j'ai hâte qu'elle soit plus fine. Je la trouve très épaisse. J'ai eu l'occasion de remettre ma vraie montre, qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus chère aussi, et beaucoup plus fine, et on sent vraiment la différence. Je fais partie des gens qui, lors de la fameuse annonce en septembre, j'ai été déçu, et je le suis encore, par le design. Je trouve qu'on a encore l'impression d'avoir un mini iPhone au poignet et pas une vraie belle montre. Ouais. Tiens, on va profiter de ce plan pour pas voir seulement ta montre, mais ton bouton de manchette, voilà, apprécié. Qui rappellera, oui, je sais pas si on le voit bien, qui rappellera des souvenirs à certains. C'est le bouton d'allumage. Voilà, c'est un cadeau de Noël de mon épouse, et il pulse comme pulsaient les MacBooks de la grande époque. Oui, tu veux dire qu'il clignote? Oui, il clignote. Et il clignote, il clignote comme les MacBooks respiraient, en fait. Oui, exactement. Alors, il y a beaucoup de lumière, on ne le voit pas, mais effectivement, il y a un halo de lumière qui sort par le logo d'allumage, l'allumage. La classe, tout simplement. Gilles, tu n'es pas passé à l'Apple Watch toi, encore, Non, j'attends la deuxième, voire la troisième version. Ah, voilà, c'est clair. Je la trouve un peu dénuée de capteurs, justement. Ouais. Plutôt qu'à mettre ce prix-là dans un objet connecté, quoi. Autant qu'il y ait un peu plus de fonctions, même si on en a parlé la semaine dernière, ce sont les applications qui font tout l'intérêt de ce genre d'objet. Ok, bon voilà, je pense qu'on a et je vais peut-être en dire un mot aussi. Vas-y, tu as raison, Eddie. En plus, si vous vous souvenez bien, moi j'avais galéré, j'avais attendu longtemps avant d'avoir mon Apple Watch. Enfin, en réalité, j'avais attendu un mois, mais à mon échelle, c'est très long. En ce qui me concerne, c'est un peu la déception pour l'instant, parce que je trouve qu'elle manque de réactivité, et je crois que Apple a du travail à faire là-dessus. Ce qui fait que bien souvent, quand je veux consulter une application sur mon Apple Watch, le temps que je lance l'application et que celle-ci soit fonctionnelle, j'ai eu le temps de sortir mon téléphone et ça va beaucoup plus vite de continuer de consulter sur mon téléphone. Et du coup, c'est vraiment pour l'instant le gros point faible de l'Apple Watch, de mon point de vue. C'est même pas tant l'autonomie, parce qu'à la limite,
on la met à recharger la nuit pendant qu'on l'utilise pas, et voilà. Mais c'est vraiment le manque de réactivité. Et même avec WatchOS 2, qui permet d'installer donc les applications sur la montre directement et non pas sur le téléphone et après reverser vers la montre. Même avec WatchOS 2, je trouve qu'il y a encore un manque de réactivité de la montre qui fait que pour le moment, je rejoins Ellie, j'utilise pas forcément d'application à proprement parler. Par contre, c'est vrai qu'elle est efficace en ce qui concerne la réception des notifications. Plus besoin de sortir son téléphone, ça c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Mais par contre, le manque de réactivité pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est rédhibitoire et qui fait que j'utilise pas la montre comme j'aurais aimé l'utiliser au moment où je l'ai reçue. Il y a deux petits points. Brièvement. Vas-y, pardon, Christophe. Pardon, sur cette notion de discrétion, alors c'est peut-être parce que j'utilise des boutons de manchette, et moi j'ai beaucoup de mal à la regarder discrètement, et en fait socialement, on a souvent l'impression, quand on regarde sa montre, qu'on s'ennuie, alors que sortir son téléphone, c'est beaucoup plus naturel aujourd'hui. Je pense que là, il y a un calage à faire. Moi, je voulais juste te dire, il y a un point de design. Je ne sais pas si Apple a fait une enquête sur l'utilisation de la montre auprès des utilisateurs, en tout cas pas chez nous. Mais je trouve que la couronne digitale n'est pas la 9e merveille du monde comme on nous l'a présenté à l'annonce. Et le bouton à côté, moi, je l'utilise pas parce qu'il n'est pas programmable. Il ne sert qu'à appeler et pouvoir faire des petits gestes avec sa petite liste d'amis. Mais moi, je l'utilise pas du tout pour ça. Donc, du coup, je ne m'en sers jamais. Bon, voilà, je pense que vous avez compris nos réserves finalement sur l'Apple Watch. On attend beaucoup de l'Apple Watch numéro 2. Moi, j'espère qu'elle sera étanche, c'est bête, mais moi, j'ai pas l'habitude d'enlever ma montre. Ma montre, elle ne quitte jamais et ça m'embête de devoir l'enlever pour prendre une douche. Elle l'est pas officiellement, mais enfin, notre camarade Sébastien Perrier, qu'on retrouve dans l'école des fanboys, utilisera régulièrement la sienne pour aller à la piscine et elle a toujours fonctionné sans problème. Ouais, mais elle n'est pas étanche officiellement. Officiellement, non, mais pour le coup... Oui, mais bon, moi je veux une Apple Watch étanche, voilà, officiellement, voilà. Car il prend sa douche par moins 20 mètres, et c'est comme ça, c'est son choix. Voilà, exactement. Bon, on va passer au deuxième produit Apple qui a marqué cette année. On va rester au mois de mars. C'était le 9 mars, si vous vous souvenez, on y vient dans un instant. Il y a un clavier avec de nouvelles touches en forme de papillon. À tout de suite. Voilà, vous avez compris, si vous suivez l'actu Apple, qu'on va maintenant s'arrêter avec Ellie et avec toute la bande sur ce MacBook nouvelle génération, MacBook Retina, annoncé donc le 9 mars. Alors c'est Guillaume qui devait nous en parler. Je ne sais pas qui parmi vous a eu l'occasion, Guillaume qu'on embrasse évidemment, qui parmi vous a eu l'occasion de l'avoir entre les mains. Toi sans doute Ellie, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. Donc au départ, on était un tout petit peu réservé. Quand on a vu les caractéristiques techniques, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Parce que très fin, manque de connecteurs et quand on lit les specs, processeur pas super rapide. Donc on s'est dit aïe 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 aïe. Et puis après, on les a reçus. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Et on a commencé à les utiliser, puis on a commencé à en vendre et on a commencé à avoir des retours de nos clients. Et ben en fait, c'est tout ce qu'on avait dit au début est vrai techniquement, mais on a parlé en geek. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'utilisation qu'en font un certain nombre de clients, il est parfait. Il est parfait pour aller sur Internet, il est parfait pour lire ses mails, il est super léger, le clavier est agréable et tous les utilisateurs qui l'ont acheté, bon, il est un peu cher, mais tous les utilisateurs qui l'ont acheté sont ravis. Nous, on a parlé en geek et c'est vrai que nous, on a tout de suite dit oui, mais si on met Final Cut Pro, oui, mais si on met un logiciel de 3D, etc. Bon, mais ce qu'il faut voir, c'est que 99% de nos utilisateurs ne font pas ce que nous faisons avec ces belles machines. Donc, pour moi, le MacBook Pro 15 reste la référence absolue chez Apple, mais le MacBook, j'avoue, je suis un peu réconcilié avec lui. Voilà. Ouais. Jean-Christophe, Alors, ton avis sur le MacBook? Oui, 2 points. Moi, c'est la machine dont je rêve depuis des années. Moi, je voyage énormément et chaque gramme est compté. Donc vraiment, quand j'ai vu cette machine, je voulais me jeter dessus. Ensuite, j'ai vu les specs et j'ai déchanté, notamment parce que les premiers tests, si vous vous en souvenez, n'étaient pas très bons.
Puis El Capitan, la nouvelle version de macOS 10, est sortie et qui a beaucoup amélioré les choses. Le problème, c'est que il y a eu 5 mois entre la sortie de la machine, la sortie de la machine et la sortie de l'OS. Donc, je me demande si certains utilisateurs n'ont pas déchanté. Et surtout, à ce moment-là, l'iPad Pro a été annoncé. Et moi, aujourd'hui, on le voit peut-être ici, mon iPad Pro ne me quitte plus. Et donc, a priori, le MacBook ne sera pas acheté. Voilà. Bah, moi, j'ai entendu récemment, c'est une étude, je crois, qui est de KGI, qui indiquait que ce MacBook, en fait, est en tête des ventes dans la gamme de Mac chez Apple. Le Mac le plus vendu, c'est désormais ce MacBook. Et je suis assez d'accord avec ce que disait tout à l'heure Elie. C'est vrai qu'au départ, on était un peu critique, et puis au final... C'est vrai que nous, notre regard, c'est un regard de geek qui est peut-être un petit peu biaisé. On a des considérations qui sont pas forcément les mêmes que celles du grand public. Et ça, je confirme. Voilà. Et c'est vrai que pour la plupart des gens, c'est une machine qui suffit amplement. Il y avait l'histoire des connecteurs, mais finalement, les gens issus du grand public, ils branchent rarement quelque chose à leur ordinateur. À part peut-être une imprimante, mais maintenant on en trouve en Wi-Fi. Et de fait, moi, je trouve que c'est effectivement le design est magnifique sur ce MacBook. S'il le décline en 14 pouces comme on peut le penser au cours de l'année à venir, pour moi on sera pas loin de la machine parfaite, à condition quand même qu'il nous change cette foutue caméra qui est à l'avant, qui est juste inadmissible par contre. Moi justement je suis exactement dans les cas que tu évoquais. Moi j'arrive pas du tout à me faire à l'idée de passer à cette machine. Parce qu'un seul connecteur et en USB-C, pour moi, c'est juste pas possible, quoi. Mais après, tout dépend des usages qu'on a. Hein. Quand on fait l'usage bureautique classique, Gilles n'est pas d'accord, mais on va te passer la parole. Traitement de texte, surf sur Internet, mail, et puis éventuellement un petit disque dur comme ça pour avoir des fichiers à côté. Effectivement, c'est parfait. Mais nous qui faisons par exemple beaucoup d'images, de la vidéo, etc., on a besoin à la fois de brancher du stockage externe, de brancher des caméras. Enfin, un seul port, c'est juste pas possible. En plus, il n'y a même pas de port réseau. Enfin, bon. Mais pour les usages que tu as cités en premier, ça correspond aux 3/4 des gens. Hein. Donc, sur cette machine-là, je pense que très clairement, Apple vise vraiment le grand public et pas les professionnels. Donc, Alors, il n'empêche que c'est vrai que techniquement et en termes de design, c'est une machine assez stupéfiante. Elle est magnifique. On l'a vu, elle est d'une très grande finesse. On se souvient de la présentation notamment de l'agencement des batteries à l'intérieur, ce nouveau clavier, l'écran Retina. Les nouveaux coloris. Nouveau coloris aussi. Le trackpad. Le trackpad, évidemment. Bon, maintenant, il y a un problème, c'est que avec ces caractéristiques qui ne sont pas forcément toujours fantastiques, c'est pas un MacBook Pro, hein. Non. Très clairement, on est à un prix qui est hyper élevé et ça ralentit pas les clients. Hein. Elite, c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que le public est vraiment prêt à mettre le prix. Non, quand même pas. Hein. C'est-à-dire que ceux qui franchissent le pas et qui l'achètent sont ravis. Beaucoup de clients continuent à acheter du MacBook Air à cause de la différence de prix. Vraiment, le MacBook Air est aujourd'hui chez nous l'ordinateur qui se vend le plus pour les particuliers, les étudiants, à cause de la batterie, parce qu'il est fin et parce que le processeur est plus rapide. Après, les professionnels vont prendre un MacBook Pro et donc celui-ci s'adresse plutôt à des gens qui sont séduits par le design et qui ont les moyens de se le payer. Qui ont envie de se faire plaisir. Et puis, il ne faut pas oublier que le MacBook Air que tu évoquais à l'instant, le premier MacBook Air, quand il est sorti, il était lui aussi très cher. Et puis finalement, il a fini par baisser en prix. Ouais. Et c'est vrai que la grande force de ce MacBook, c'est justement d'allier l'écran Retina du MacBook Pro, qui est un écran magnifique, avec la finesse du MacBook Air. Et c'est vrai que de ce point de vue, c'est une belle machine. Alors après, c'est vrai que c'est une machine qui est très chère. Voilà, mais c'est comme ça qu'on le présente. Hein. Moi, à chaque fois que je fais une présentation à des clients, j'explique le MacBook Air avec ses caractéristiques, j'explique le MacBook Pro ensuite, et je dis, et maintenant, nous avons une synthèse des deux mondes que vient de faire Apple. La voici, j'explique pourquoi, et puis après, j'annonce le prix. Ouais. On rappelle le prix de départ, c'est quoi pour le MacBook ? Pardon, le prix de départ ouais. Je t'entends pas. Le prix de départ. Pardon, excuse-moi. 1490, je crois, et 1790 le deuxième. Voilà. Donc, Eddy, tu as pu le tester, ce MacBook ? Rapidement en boutique. J'en ai pas personnellement.
Mais oui, c'est une belle machine. Hein. C'est vraiment. Enfin, moi personnellement, c'est une machine qui me séduit. D'autant que j'ai un usage qui fait que j'ai pas besoin de brancher 36 choses dessus. Donc du coup, ça correspond parfaitement à mon type d'usage. Alors maintenant, le gros problème, hein, c'est le problème du prix. Hein. Forcément, j'ai préféré, à usage, on va dire, égal, me tourner vers un MacBook Pro qui était moins cher et avec une qualité d'écran qui est tout aussi sublime. Ouais, j'arrive pas à voir sa place entre les MacBook Air et les MacBook Pro, en fait. J'arrive pas à comprendre son positionnement. Il n'est pas positionné là, il est... Comment dire? C'est ce que Microsoft vend avec sa Surface, avec un écran d'un côté et l'ordinateur de l'autre. Apple a fait exactement la même chose, sauf qu'il a fait deux produits. D'un côté, on a l'iPad, et pour les gens qui veulent, qui ont les mêmes usages et qui veulent un vrai clavier et une finesse d'utilisation à l'utilisation et au transport quand même relativement importante, il y a ce MacBook, pardon. Ah oui. Mais on est sur une gamme de prix qui n'est pas du tout la même. Mais le choix d'avoir fait des coloris qui se rapprochent de ceux de l'iPad n'est pas anodin. C'est exactement ce type d'usage, et qui n'est pas qui est celui de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire consultation de vidéos, de photos, Internet, toujours, et puis de l'email, et puis c'est tout, quoi. Donc pour toi, c'est l'équivalent, en fait, en ordinateur de ce qu'est l'iPad, en fait. Oui, c'est ça. C'est l'autre moitié de l'iPad qui est vendu sous c'est intéressant. On parlait la semaine dernière de l'émission sur 60 Minutes, la chaîne de télé américaine, et Phil Schiller a encore eu l'occasion de rappeler que, quitte à se cannibaliser, ils préféraient le faire eux-mêmes. Et donc on est exactement là-dedans, c'est-à-dire vous cherchez un iPad, mais le tactile ne vous intéresse pas, le MacBook, pardon, est pour vous. On a du mal quand même, hein, on s'en mêle facilement les pinceaux. Ouais. Concrètement, est-ce que l'un de nous a un MacBook? Non. Non, mais on n'est pas la cible. Alors non, j'en ai pas, mais pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, s'ils le sortent en 14 pouces, alors là, effectivement, ça pourrait peut-être m'intéresser. 12 pouces, pour moi, ça me semblait encore un petit peu petit. Ouais. C'est encore plus cher, du coup. Oui, mais quand on aime, on ne compte pas. Non, mais je veux dire, pour le design vraiment extraordinaire, je trouve, de cet appareil, je serais prêt éventuellement à faire quelques concessions, parce que pour moi, c'est le plus bel ordinateur du marché, très clairement. Et un seul port USB-C en tout. Dans mon usage privé, ça me gêne absolument pas. Absolument pas. Je ne branche jamais rien, moi, sur mon Mac. Donc, bon. C'est Internet qui prend. Et pour rejoindre un peu ce que disait tout à l'heure Gilles, le gros avantage du MacBook, c'est qu'on retrouve dessus OS X. Alors que sur l'iPad, on retrouve iOS, et on en reparlera tout à l'heure quand on abordera l'iPad Pro, parce que c'est la grande faiblesse finalement de l'iPad Pro, je crois, c'est justement de n'être cantonné qu'à iOS, alors que le MacBook, lui, propose OS X, qui est un système quand même bien plus pratique pour pouvoir travailler sur un appareil. Ouais. Bon, on va y revenir évidemment, on va pas anticiper la séquence sur l'iPad Pro. Vous vous doutez bien qu'on ne pouvait pas passer en revue l'année 2015 sans faire un sort à l'iPad Pro. Avant ça, on va revenir sur un événement qui nous a un petit peu coupé les vacances. C'était le 6 août très exactement. C'était l'annonce du service de streaming de musique d'Apple, Apple Music. On y revient dans une seconde, notamment avec Gilles qui a bossé sur le sujet. À tout de suite. Voilà, et j'ai encore dit une bêtise, puisque effectivement l'annonce d'Apple Music, n'est-ce pas, Ellie, c'était pas du tout le 6 août, mais c'était lors de la conférence mondiale des développeurs Apple qui a lieu fin juin. Voilà. Mea culpa. Apple Music, donc, le service de streaming d'Apple qui est né très directement du rachat de Beats. C'est un sujet sur lequel tu voulais revenir, Gilles. Tu es utilisateur toi-même d'Apple Music. Oui, je continue à l'utiliser après la période d'essai.
faut dire que c'était quelque chose qui était attendu depuis le rachat de Beats. Comment dire, on le disait la semaine dernière d'ailleurs, hein, c'est sans doute d'abord pour ça qu'Apple a racheté Beats et pour la curation moins que pour les casques dont on a toujours dit qu'ils étaient vraiment, n'est-ce pas Teddy, pas terrible. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais, c'est niveau design, bon, ça peut se discuter, enfin moi j'aime pas, mais il y en a qui aiment visiblement parce que ça se vend. Par contre, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau de la qualité audio, c'est pourri. Ouais. Voilà, donc Beats a donné naissance à Apple Music, hein, Gilles. C'est ça. Et le carnet d'adresses de Jimmy Iovine, quoi. L'un des cofondateurs avec Dr. Dre. Voilà, qui avait aidé à l'époque Steve Jobs à monter iTunes Music Store, et à signer les contrats. Et depuis lors, avec la difficulté qu'Apple avait rencontrée avec les majors du disque, il y avait des difficultés pour de nouveau signer des contrats pour un nouveau service sur du streaming, sachant que Apple avait empêché les majors de pratiquer une politique tarifaire assez rédhibitoire, assez comment on peut appeler ça, excessive. Et donc du coup, on entend. Oui, du coup, les industriels du disque avaient préféré favoriser l'émergence de services concurrents à iTunes Music Store avant de revenir par nécessité vers le numéro 1 du marché. D'un autre côté, il y avait urgence pour Apple à rentrer sur ce marché-là parce que petit à petit, le marché du streaming était en train de dépasser celui de l'achat à la pièce. Donc là tu parles de Deezer, Spotify, de la concurrence qui déjà existait. Hein. Et voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut on va essayer d'être objectif. Objectivement, aujourd'hui, l'offre d'Apple par rapport à Deezer, Spotify, aux grands, voilà, est-ce qu'Apple est bien placé ou pas? Oui. Par l'exhaustivité pour différentes raisons en fait. Alors pour plusieurs raisons, moi je trouve qu'elle est bien placée. Je le répète inlassablement, mais ce forfait famille à 14,99 pour moi, ça je trouve que c'est vraiment génial. On peut être 6 dessus, hein, 6, voilà, c'est énorme. L'autre chose qui est intéressante aussi dans cette application, j'aurais pas cru que je vous dirais ça, parce qu'au départ, c'était vraiment pas ma tasse de thé, c'est la fonction pour vous, où il fait des suggestions. Et alors, je pense, à mon avis, je le dis pour ceux qui éventuellement vont découvrir Apple Music dans les semaines à venir, au début, ça va peut-être vous sembler un petit peu bizarre, parce que ce qu'on va vous proposer, enfin moi en tout cas, au début, je me demandais un peu d'où ça sortait, et en fait, ce service apprend au fur et à mesure, en fonction de ce que vous écoutez, et au fil du temps, ça devient très très pertinent. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment une fonction que j'utilise tout le temps. Par exemple, quand je suis dans la salle de bain, je vais donc pour vous, il me trouve toujours une playlist qui me permet de découvrir des artistes que j'aurais pas découvert autrement. Ouais, ça c'est sympa. Ouais, c'est vachement sympa. Quand ça marche bien, c'est sympa. Et ben ça marche très très bien. En fait, ce qui est particulier avec Apple Music, contrairement à certains de ses concurrents, c'est que là, c'est fait par des hommes, c'est pas fait par des algorithmes. Absolument. Donc c'est peut-être ce qui explique aussi que ce soit plus pertinent. Oui. Est-ce que je peux bien sûr, mettre un warning pour les futurs utilisateurs d'Apple Music? Absolument, on t'écoute. Précaution élémentaire. Faites une sauvegarde de votre collection musicale, même si elle est importante, faites une sauvegarde. Parce que si jamais vous arrêtez, tant que vous êtes sous Apple Music, super. Il vous remplace vos morceaux à moitié pourris par des morceaux de qualité, il met une partie de votre bibliothèque sur le cloud, etc. Tout ça, très bien, pendant les 3 mois d'essai, c'était génial. Et moi, bêtement, j'ai laissé passer de une journée, parce qu'il m'a relancé une fois, mais comme c'était un tout petit peu avant, j'ai dit, je renouvellerai à l'échéance. Et donc, il m'a pas redemandé. Et donc, arrive l'échéance d'Apple Music. Bon, ça se coupe. Je me dis, ils sont vaches, ils auraient pu me prévenir. Donc, je dis, tant pis. Et je me rends compte qu'il m'a amputé plus du tiers de ma collection musicale. C'est-à-dire que j'ai des albums où il y avait 12 titres qui étaient à moi, où je n'ai plus que 2. Des choses comme ça. Mais c'est aléatoire. Il n'y a pas une logique. Donc, j'ai essayé de les joindre en leur disant, mais
pourquoi vous me redonnez pas ma collection musicale? Et je n'ai pas réussi. Donc, seule solution, avoir un backup d'avant la période et se taper à la main la réinjection des compléments de morceaux. Alors attends, pour comprendre, tu avais acheté des morceaux sur le iTunes Music Store et c'est ces morceaux-là qui ont disparu? Non, des morceaux que j'avais moi dans ma bibliothèque. Tout ce que j'avais acheté officiellement chez Apple, il marque musique achetée et ceux-là, je les ai gardés. Mais j'avais des tas d'albums que j'avais numérisés à partir de CD, que j'avais récupérés à droite et à gauche, bon, toutes sortes de musiques. Donc cette musique-là, il regarde pas d'où elle vient, il la remplace, si c'est du MP3, il la remplace par du AAC Apple de bonne qualité, etc. Le problème, c'est qu'il le remplace par des morceaux avec des RM, ce qui n'est pas le cas de musique match, etc. Avec des RM. Et le jour où vous arrêtez l'abonnement, tous les morceaux avec des RM, eh ben c'est mort. DRM, c'est ce qui permet de gérer les droits pour les pour iTunes, les droits numériques. Absolument. Donc tant que vous êtes dans le système, c'est parfait, il y a rien à dire. Mais la surprise, c'est ça, c'est qu'il y a des morceaux qui se jouent plus. Et surtout, moi, j'ai des albums qui étaient super complets parce que j'ai mon historique et je me suis retrouvé dans certains avec 3 titres au lieu de 12. Et j'ai toujours pas compris pourquoi. Et pas de moyen de les récupérer. Bon, je vais te dire. Oui, alors ça ne te consolera pas, Ellie, malheureusement, mais tu n'es pas le seul dans ce cas. Il y avait une affaire qui avait, puisqu'on est dans une rétrospective, défrayé la chronique il y a quelques mois de quelqu'un de encore plus connu que toi dans le monde Apple et par Apple, qui est, alors je vais mal prononcer son nom, Jim Dalrymple, qui gère le site The Loop. Journaliste américain. Voilà. Et il lui est arrivé exactement la même chose, sauf que lui, il a toutes ses entrées à Cupertino, qu'il a crié très très fort, qu'on lui a récupéré ses fichiers et qu'on a promis que dans une version ultérieure, ce type de déboire n'arriverait plus. Donc malheureusement, ça ne te console pas, mais effectivement, on peut au moins se dire qu'Apple est conscient du problème. Oui, sauf que moi, j'ai perdu un tiers de ma musique, voilà. Même si je pense que je l'ai dans un backup. Hein. Il faut juste que j'ai la patience, justement, de réinjecter les morceaux manquants, parce que ceux qu'il m'a laissés sont plutôt en bonne qualité. Et puis, j'avais profité pour tout passer en AAC, etc. Donc, c'est juste qu'il faut être super patient, quoi. Je préférais qu'il y ait un système automatique qui me dise, bah, tiens, on va te remettre ta collection telle qu'elle était avant. Bon. Oui. Ça aurait été génial. Je pense que quand ils seront chez Apple Music, qui est Elia Bidbol, ça va chauffer. Et ils le savent, parce que tu es connu jusqu'à Cupertino. Hein. Oui, je sais. Mais en tout cas, pour ceux qui ne sont pas passés chez Apple Music, faites une sauvegarde. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Faisez pas les cons, voilà. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'Apple Music. C'est vrai que l'offre famille est hyper intéressante. Moi, je l'ai prise aussi pour moi. Voilà. C'est vrai qu'on parlait la semaine dernière de l'arrivée possible de la haute définition audio. Ça, ce serait vraiment bien. Ouais, parce qu'en fait, avant moi d'utiliser Apple Music, j'utilisais effectivement Qobuz. Enfin, j'utilise toujours, mais Qobuz, ça se destine quand même plus à une écoute de salon, parce qu'il faut avoir toute la chaîne du son qui va avec, et que, enfin, écouter des fichiers Qobuz, depuis un iPhone, ça sert à rien. Vous verrez pas la différence par rapport à un fichier AAC. Donc, effectivement, pouvoir passer à l'audio HD directement sur l'iPhone, ça serait top. Ça, ce serait top. Voilà. Ah, Jean-Christophe. Juste un commentaire. Je suis fan d'Apple Music et notamment du forfait famille. La famille s'est mise au streaming alors qu'avant j'étais tout seul. Mais en revanche, il faut dire une chose, c'est que l'app est une catastrophe. Et que c'est toujours, enfin c'est un peu pour moi un thème récurrent chez Apple, surtout cette année. C'est que tout semble aller bien et puis le dernier maillon de la chaîne qui est ce en quoi ils étaient bons, c'est-à-dire que normalement faire des apps, ils savent faire, ça pêche. Je trouve pas ce que je veux. Quand je clique, je trouve qu'on te présente les albums que tu veux écouter, mais tu peux pas cliquer sur le bout de l'album pour accéder à l'album. Enfin, il y a un gros problème d'interface homme-machine. Peut-être cette année, particulièrement chez Apple, et j'espère que ça va changer. Et on a eu cette discussion déjà à propos d'iTunes, globalement, on avait dit que c'était devenu une usine à gaz. Ah oui, c'est vraiment un fourre-tout maintenant. Et c'est vrai que, très honnêtement, même moi parfois, j'ai du mal à me mettre sur Apple Music, je sais plus où je suis. Enfin, je suis pas une référence, mais bon, quand même, si moi j'y arrive pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Madame Michu, vous imaginez. Voilà, donc on espère, ça fera aussi partie sans doute des sujets de la semaine prochaine. Oui, Jonathan Ive a reconnu d'ailleurs que l'interface était une catastrophe. Voilà. Donc ce sera un autre sujet sans doute de la semaine prochaine. On marque encore une toute petite pause, on tourne une légère virgule sonore et visuelle
avant de passer au smartphone que vous avez peut-être désormais dans la poche. À tout de suite. Voilà, ce smartphone, c'est évidemment la nouvelle génération d'iPhone, l'iPhone 6S et le 6S Plus, annoncé lors de la keynote du mois de septembre, comme d'habitude maintenant. C'est la saison des iPhones. C'est le calendrier, voilà. Donc, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Alors, ce nouvel iPhone, bah, tu l'as notamment, oui. Ellie. Moi aussi, j'en ai un ici. Tu l'as peut-être aussi, toi, Teddy. Voilà. Et j'en ai un aussi, mais il est dans ma poche. Voilà. et j'ai le mien. Qui d'autre un 6S ou un 6S Plus? Ici, 6S Plus. Je suis resté au 6. Tu es resté au 6, Gilles. On l'avait dit lors du lancement, c'est une demi-mise à jour, hein, puisqu'on reste sur le même numéro de version améliorée. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Mais toi, t'as pas vu la pub, hein, parce que tout a changé. Voilà. Ce qui est pas complètement faux d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement, extérieurement, le design c'est resté le même, hein, mais à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé et qui sont pas inintéressantes, loin de là. Je pense notamment à la deuxième version du capteur d'empreinte digitale, parce que là, il est quand même d'une rapidité vraiment impressionnante. Moi, je sais que pour en avoir testé d'autres avant. Touch ID, tu veux dire ? Ouais, Touch ID est vraiment très rapide, même si maintenant, chez les concurrents, ils arrivent à faire aussi rapide, mais à l'usage, c'est quand même super sympa d'avoir un capteur d'empreinte digitale aussi rapide. C'est le premier iPhone, moi, personnellement, que du coup, je sécurise. C'est-à-dire que moi, avant, taper un code, ça me saoulait, donc je mettais jamais de code. Ouais. Et là, le fait que ce capteur d'empreinte digitale soit si rapide, et ben du coup, ça me permet de sécuriser mon iPhone. Donc ça, c'était la première chose. L'autre nouveauté qui était apportée par cet iPhone 6S, c'est bien évidemment le 3D Touch. Et on rappelle ce que c'est. Alors voilà, c'est ce qu'on vient de voir exactement. En faisant un appui assez fort sur l'écran, eh bien il y a des interactions qui apparaissent et qui sont possibles. Et c'est une sorte d'interface en profondeur. Hein, ouais, c'est comme un clic droit d'une certaine manière. Ouais. Et alors comme beaucoup de choses, hein, souvent dans les nouvelles technologies, c'est pas comme ça de premier abord, ça apparaît pas indispensable. Mais quand on commence à l'utiliser, on s'y habitue à tel point que finalement après, si on repasse sur un appareil qui l'a pas, ça manque. Ouais. Et je vais vous prendre un exemple très simple, mais par exemple, j'ai déjà dit ici tout l'amour que je porte à l'application Shazam, que j'utilise énormément. Et là, l'avantage, en faisant donc un appui long, en utilisant ce 3D Touch sur Shazam, je peux lancer directement l'écoute sans avoir besoin de rentrer dans l'application. Et puis, voilà. Ça fait gagner une seconde par-ci, par-là, mais sur l'ensemble de la journée, ça améliore grandement l'expérience utilisateur, et on sait que l'expérience utilisateur, c'est ce qui a toujours fait la force des iPhones. Voilà. Autre chose qu'on peut dire par rapport à cet iPhone qui est pas inintéressant non plus, c'est que moi j'en ai parlé dans l'école des fanboys, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, son prix n'est pas forcément un inconvénient, parce que l'avantage du prix de l'iPhone, c'est que ça lui permet d'avoir une valeur de revente qui reste toujours élevée tout au long de l'année, puisque pendant toute l'année de commercialisation, Apple ne baisse pas le prix de l'iPhone. Et par conséquent, là, cet appareil qui vaut 850, je crois, enfin moi je n'ai pas payé ce prix-là, mais parce que c'est un renouvellement opérateur, enfin bref. Ça monte jusqu'à plus de 1000 € quand même. Hein. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je le garde un an et que dans un an je décide de le remplacer par le 7, si je revends celui-là, en gros, j'aurais 150, 200 € maximum à remettre. Et moi je connais plein de gens qui font ça, qui changent leur iPhone tous les ans en le revendant, et au final ça leur coûte à chaque fois que 150, 200 € par an. C'est-à-dire qu'il faut investir une première fois, voilà, le plus dur c'est d'investir la première fois, mais dès l'instant où vous avez réussi à vous en acheter un, si vous le renouvelez tous les ans, ça vous revient pas si cher. Et puis ça marche même si vous voulez le garder 2 ans, parce que même au bout de 2 ans, il décode pas tant que ça. Il faut juste pas le faire tomber, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Faut le préserver. Faut prendre un Apple Care ou une bonne protection. Puis, deux petites choses. Apple est d'ailleurs très conscient de ce que vient de dire Teddy, puisqu'ils vont proposer là dans les jours qui viennent, en tout cas à travers les APR, je pense qu'ils savent déjà le faire dans leur boutique, un programme de LOA, en fait, de location avec option d'achat, qui permet à un client de changer d'iPhone tous les ans. C'est-à-dire que, en fait, il prend un contrat de 3 ans, mais tous les ans, il a le droit de changer de téléphone. Et c'est une façon de le fidéliser, parce qu'évidemment, il change pour le même. Enfin, pour
pour un autre produit Apple. Alors l'info d'Eli est très intéressante. Ça veut dire que ça sortirait en France, parce que justement, pour un éclairage un peu américain, Apple a introduit avec justement la génération 6S un programme, je sais plus si c'est iPhone Forever, enfin un nom comme ça qui m'échappe à l'instant, qui permet en fait de payer une mensualité d'une centaine de dollars, qui comprend Apple Care et qui donne en septembre prochain le nouvel iPhone et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement intéressant et c'est surtout très intéressant dans un secteur où la guerre de prix fait rage. On a des opérateurs français qui ont fait des forfaits à 4 €. Ça veut dire qu'on peut choisir l'opérateur qu'on veut sans avoir besoin d'avoir une subvention et on aura toujours l'iPhone flambant neuf en payant Apple et pas l'opérateur. Ça, c'est pertinent. Les mauvais esprits prédisent toujours à Apple de finir par se casser la figure sur l'iPhone, pas réussir on va dire, à faire évoluer le concept et de génération en génération, les ventes ne cessent d'augmenter, de représenter une part de plus en plus importante dans le chiffre d'affaires trimestriel. Voilà, finalement, Apple réussit. Alors oui, Apple réussit à faire progresser son iPhone d'année en année. Toujours à le faire progresser, et puis même les ventes progressent aussi. Alors après, c'est vrai que ces derniers temps, on a vu apparaître des informations, enfin des rumeurs selon lesquelles les ventes de l'iPhone pourraient commencer à baisser. Après, voilà, déjà d'une part, on attend toujours, et puis d'autre part, enfin, je veux dire, les armes montent pas jusqu'au ciel. Donc oui, forcément, à un moment donné, on va atteindre la cime. Mais je pense quand même qu'ils ont encore du temps devant eux et qu'ils ont des chiffres de vente qui feraient rêver n'importe quel constructeur. Et moi, je me souviens d'ailleurs d'un article que j'avais vu sur un site qui s'appelle Full Android, qui est un site français, mais qui traite de l'actu en Android et qui n'est donc pas un site. Mais que dit-il ? Non, mais qui n'est pas un site en général qui va dire. On ne l'a pas guéri. On l'a pas guéri. Non, mais pour le coup, ils avaient fait un article qui était vraiment très intéressant en parlant d'Apple, où ils disaient qu'en fait, il y avait énormément d'utilisateurs de smartphones sous Android qui seraient prêts à passer sous le nouvel iPhone 6S. Donc c'est un article qui était paru au moment de la sortie de l'iPhone 6S, parce qu'il faut savoir que sous Android, voilà, il y a beaucoup de choses qui commencent à gêner les utilisateurs, notamment le fait que les mises à jour deviennent de plus en plus compliquées, enfin, voire même inexistantes chez beaucoup de constructeurs, et que c'est vrai que sous iOS, on n'a pas ce problème-là. Les mises à jour sont faites par le constructeur et installables le jour même. Ça permet d'avoir un appareil toujours à jour, même sur des générations très anciennes. Moi, j'ai installé iOS 9 sur un iPhone 4S sorti en 2011. On est quand même fin 2015. Donc ça, il y a ça. Et dans l'article aussi, ce qui était dit, ça fera plaisir notamment à Eli, ce que beaucoup d'utilisateurs Android envient à ceux qui sont avec un iPhone, c'est la qualité du service après-vente Apple. C'est vrai que quand vous avez un problème, vous allez chez un APR ou dans un Apple Store, et le problème en général est réglé assez rapidement. Pour les constructeurs sous Android, le service après-vente, surtout s'ils sont chinois, bon courage. Apple d'ailleurs vient de démarrer dans les centres de maintenance un programme de prêt de téléphone, c'est-à-dire que les clients qui ont un téléphone en panne, quand il faut, même si ça prend quelques jours pour les changer, même si Apple est très rapide dans les échanges, ils peuvent pas se passer de leur téléphone. Donc il y a une demande très importante qui est remontée jusqu'à Apple. Et nous on leur a dit, mais écoutez, nous on a une demande énorme de nos clients, mais malheureusement on peut pas financer des appareils de prêt, c'est trop cher. Et donc, ils ont décidé de démarrer, on les a reçus, donc on a maintenant des unités de prêt qu'Apple nous fournit. Évidemment, il faut une caution, il y a un process, mais en tout cas, on peut prêter un téléphone pendant la réparation. D'accord. Comme ça peut arriver avec une voiture. Par exemple. Voilà. On se rapproche finalement pas mal du modèle de la voiture, parce que location avec option d'achat, smartphone de prêt. Et alors, c'est le même modèle ou tu te retrouves avec un 5C ou un 5 ? Alors, on a reçu en fait un 6S, un 6, un 5S et un 5. Donc pour l'instant. Donc ça veut dire que ça dépend qui arrive le premier, mais quelqu'un qui arrive avec un 6, on va probablement pas lui prêter un 6S. Sauf si on a vraiment envie qu'il vienne l'acheter après, je sais pas. Mais pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, mais déjà 4 téléphones, ça permet de dépanner 4 personnes. Donc, c'est sûr. Bon les amis, il nous reste 8 minutes et il nous reste 2 gros morceaux à faire. On va tout de suite marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour l'iPad Pro, oui, le même que celui que Jean-Christophe a devant lui. À tout de suite. Il est là.
Voilà, l'iPad Pro, ça a été là, on va dire la dernière. Oui, tout ça était encore au mois de septembre, mais il est arrivé il y a quelques semaines. Et encore. Jean-Christophe, le tien vient des US. Oui. Mais... Alors, j'en ai déjà parlé lors de précédentes émissions. Je cherchais il y a eu de gros problèmes avec le clavier. Je pense qu'il y a des soucis de production du clavier Smart Keyboard que vous voyez là, parce qu'il n'a été disponible aux États-Unis que lors du lancement, le premier jour, et ensuite plus du tout. À tel point que mon Apple Store de San Francisco ne pas faire tomber j'allais dire là tu me fais peur là. L'Apple Store de San Francisco me disait appelez-nous, on vous dira si on l'a. Donc je les ai appelés tous les jours. De guerre lasse, j'ai quitté San Francisco, il n'en avait toujours pas. Donc ça fait plus d'un mois et demi. Ce clavier vient de la Fnac. Donc merci la Fnac, puisque j'ai pu, en arrivant en France, acheter un clavier qui, c'est aussi une particularité intéressante, est toujours QWERTY, puisque Apple n'a pas fait de déclinaison localisée, de ses claviers. Voilà. On a eu l'impression, en rencontrant Apple un peu off the record, au moment de la sortie de l'iPad Pro, que le clavier AZERTY arrivait. Mais ça n'a pas été confirmé formellement par les gens de chez Apple qu'on a rencontrés. Mais ils nous ont dit que d'autres designs étaient en préparation. C'est ça. Bon, par contre, Jean-Christophe, il va à la Fnac au lieu d'aller chez un Aper. Il a toujours pas compris. Donc, alors, j'ai pu le précommander à la Fnac depuis San Francisco et il m'attendait à ma descente d'avion. Bon, il nous reste vraiment très peu de temps, les amis. Vous savez maintenant où vous trouvez un clavier, si vous en faut un. L'iPad Pro, donc cet iPad de plus de 12 pouces qui a été annoncé au mois de septembre et qui est disponible depuis grosso modo un mois, 15 novembre. 4-5 semaines. Le voilà, c'est comme ça qu'il a été présenté lors de la keynote du mois de septembre. C'était une grosse keynote, c'était parce qu'on avait les iPhones 6S et 6S Plus, on a eu c'était surtout la dernière keynote de l'année, alors que d'habitude Apple en fait une en septembre et a tendance à en organiser une aussi en octobre. Ouais, absolument. Et c'est vrai que là ils ont tout fait d'un coup. Pour rester un peu sur l'iPad Pro, je trouve que c'est une très belle machine, le grand écran, rien à dire dessus. Le seul problème, c'est avec la dénomination Pro. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est finalement, il n'est pas très différent d'un iPad classique, et moi je trouve que la vraie différence, elle n'est pas tant à chercher du côté de l'iPad, mais plutôt du côté de ses accessoires, le keyboard, et puis surtout le pencil. Qui permet d'ajouter... Et puis, on en avait parlé avec Guillaume, rappelez-vous, mais l'OS n'est pas fait pour un iPad Pro. Exactement. Donc, on attend une déclinaison d'iOS qui soit faite pour un iPad Pro. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, quand je parlais du MacBook et de l'iPad Pro et de la différence entre les deux. Moi, je pense que l'iPad Pro, si on voulait vraiment que cet iPad soit Pro, il fallait partir sur un autre OS, ou alors trouver un OS intermédiaire qui permette de faire le lien entre l'ordinateur et la tablette. Parce que là, du coup, on se retrouve avec une belle machine, mais un OS qui est clairement pas taillé pour cette machine. Et encore, heureusement qu'on a le split screen, heureusement qu'on a le picture-in-picture, parce que sinon, ça aurait été catastrophique. Qu'est-ce qu'il faut changer pour que iOS soit adapté à l'iPad Pro? Vas-y, Ellie, Ellie. Non, vas-y. Ah bah vous battez pas, les gars. En fait, ce qui est dommage avec cet iPad Pro, c'est que quand on prend un ordinateur d'un côté et qu'on prend l'iPad Pro de l'autre, on se rend compte assez rapidement qu'on peut pas faire du tout les mêmes choses. Un truc tout bête, par exemple, on n'a pas de Finder sur l'iPad Pro, qui fait que je vais pas pouvoir passer d'une application à une autre ou ouvrir, par exemple, 3-4 applications en même temps que je vais faire cohabiter ensemble. Pourtant, l'écran, il est aussi grand qu'un écran de MacBook. Donc, à un moment donné, j'aimerais, par exemple, pouvoir ouvrir 2-3 applications en même temps et pouvoir les redimensionner à ma guise et les disposer sur mon écran comme j'en ai envie. Là, je suis toujours obligé, si je veux en ouvrir 2 en même temps, d'en avoir une sur le côté droit, une sur le côté gauche, et je peux pas faire plus que ça. Ouais. On voit là l'usage du fameux pencil qui est toujours en rupture de stock, lui aussi. Non, on en a plein. Comment ça, tu en as plein? Oui. Mais on en a reçu plein, on en a commandé plein, on en a. Ah bon? Oui, mais je crois que les boutiques physiques en ont bien plus. Ah bon? Donc tu vas casser le marché sur eBay alors?
On va les mettre sur eBay. Bonne idée. Non, nous, on a reçu effectivement et des claviers et des pencils régulièrement. Alors, les claviers, peut-être que parce que c'est du QWERTY et que les gens n'en veulent pas, du coup, nous, comme on a une clientèle étrangère, on en a commandé, on en a reçu. Mais on en a vendu même à des Niçois, ou à des gens de passage qui acceptaient finalement de travailler en QWERTY parce que c'est la seule chose dispo. Et des pencils, on en reçoit régulièrement. Mais là, tout à l'heure, quand j'ai regardé, on en avait en stock plusieurs, pas que quelques-uns, on en avait pas mal. Question pour toi, Elie. Eddie regrettait l'appellation Pro. Est-ce que tu ne vends l'iPad Pro qu'à des pros? Non, on en avait parlé. Notre première cliente était une retraitée, une dame qui attendait ça et qui était à l'ouverture du magasin. Donc, mais on vend quand même, vu le prix, principalement à des pros ou à des gens qui ont pareil les moyens de l'avoir. Après, c'est vrai que moi, sur un appareil pro, j'aurais aimé qu'ils mettent un multi-user, par exemple, dans iOS, qu'on a demandé depuis le premier iOS. Un truc qui fait que s'il y a 2 comptes dessus, chacun puisse avoir ses mails, qu'il y ait un minimum de sécurité. Parce qu'évidemment, sur un iPad à 300 €, peut-être que chacun peut avoir le sien. Sur un iPad à 1000 €, peut-être qu'on peut le partager. On va finir, il nous reste une grosse minute sur l'Apple TV. Yes. Oui, Jean-Christophe. Le produit de 2015 et de 2016 pour moi. L'Apple TV. Oui, en toute simplicité. Pourquoi? Car il est aux États-Unis. Parce qu'il est extrêmement simple d'utilisation, parce que c'est le chaînon manquant entre le Mac et un des outils les plus importants de la maison, qui est la télévision, parce que c'est les techno Apple, Siri, le touch maîtrisé, et que justement, aujourd'hui, il y a que très peu d'applications, on les attend, et je pense que ça ne demande qu'à éclore. Vous êtes d'accord, Elie? Toi, tu étais assez convaincu par l'Apple TV. Oui, j'étais très déçu au début parce qu'il y avait peu de choses, mais au fur et à mesure que les applis arrivent, que les choses s'arrangent, c'est-à-dire que l'application Remote qu'on avait dit au début qu'il manquait est arrivée. Bon, on peut toujours pas synchroniser le clavier Bluetooth Apple, mais peut-être ça va arriver dans une future release. Mais les applis commencent à arriver. VLC, je crois, est imminent. Il va arriver dans les jours qui viennent. Mais en attendant, il y a Vuz qui marche super bien. Vuz, c'est extraordinaire. La version de base est gratuite. Il suffit de choisir un volume, ça peut être un SAN, ça peut être un disque dur, ça peut être un ordinateur, et on joue tous les formats. On joue de l'AVI, on joue du MKV, on joue tout ce que vous voulez, avec une superbe qualité. Le streaming est bien, le Wi-Fi est bien. Avec Remote, on peut taper même les mots de passe sans devenir fou. Et le nombre d'applis, je crois qu'on a dépassé les 3500, donc ça arrive peu à peu. Alors la navigation est toujours pas géniale. Il faudrait une petite révision de l'interface, mais ça c'est plus compliqué. Voilà, quelques exemples à l'instant à l'image de ce que donne l'Apple TV. Voilà, on a bouclé cette rétrospective de 2015. On va... oui, Gilles. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Christophe. Et je veux dire que c'est le chaînon manquant aussi par rapport à l'éducation. Il a vocation à remplacer le Mac Mini de la même manière que l'iPad Pro a vocation à remplacer l'iPad pour un certain nombre de postes d'enseignants. Merci. Moi, je serais réconcilié lorsqu'il y aura MyCanal. Comme Gilles qui a toutes les applis télé. Quand il y aura MyCanal, ça sera génial. Et Watch TV. Voilà. Et Watch TV, bien entendu. Voilà. Il y a l'appli de l'OM, c'est bien. Exactement. Et LCI peut-être maintenant qu'elle est gratuite. Exactement. Tout ça va arriver. On espère être présent sur l'Apple TV dans le courant de 2016. C'est pas une annonce, c'est juste un souhait pour l'instant, mais on y travaille. Merci beaucoup les amis d'avoir été à nouveau au rendez-vous pour cette dernière de 2015. Une année passionnante du côté de l'écosystème Apple, une année qu'on va aussi voir partir avec pas mal de soulagement. C'était une année difficile, je pense qu'on est tous d'accord. C'est clair. Voilà, moi je voudrais avoir une pensée en cette dernière émission de l'année pour tous ceux qui ont souffert en 2015. Et on a tous souffert indirectement, mais on est quand même relativement gâtés par rapport à d'autres. Merci d'avoir été avec nous toute cette année. Merci à Eddie, merci à Gilles, merci à toi Elie, merci à Teddy et à Jean-Christophe d'avoir été en plateau avec nous. Merci à vous d'être fidèles à iWeek.
On se retrouve la semaine prochaine pour la première émission de 2016. On va s'intéresser à tout ce qui va arriver, justement tout ce qui peut arriver en 2016. Passez de très bonnes fêtes, un très bon réveillon du 31 décembre et à la semaine prochaine. Ciao. Bonne fête à tous.